François Bon, une année avec Howard Phillips, Lovecraft 1925-2025. Vous connaissez le principe, on suit de jour en jour et donc aujourd'hui le 17 mars, les petites notes que Howard Phillips Lovecraft, dans son année new-yorkaise, reporte dans son petit calepin, son petit agenda, qui lui sert aussi ensuite à établir un journal beaucoup plus développé qu'il envoie à ses deux tantes, Lillian et Annie, restées à Providence, où il rejoindra en 1926. C'est une autre histoire, mais là, pendant un an, on a, même si encore là, pour 2 semaines, les lettres aux deux tantes, les lettres avec ce journal développé qui nous serait si utile, ont été apparemment perdues. Eh bien, la chance de disposer pour un auteur de tout un emploi du temps et de figures de la littérature. On va le voir aujourd'hui avec Everett McNeil, qui nous parle. C'est pas que ça nous parle, c'est que ça, au contraire, ça crée devant nous une empreinte en creux, je dirais. On va pas parler de mise en abîme ou d'inconnu, non, c'est beaucoup plus ça, c'est tout d'un coup, hop là, on pourrait basculer, on pourrait tomber. Et ce qu'on voit se révéler là, eh bien c'est soi-même, dans son rapport à ses propres livres, à son propre travail, à son propre chemin, et c'est bien la raison d'entreprendre. Mais quoi, enfin, j'ai 72 ans, et puis ça, j'avais déjà commencé en 2015. C'est le temps d'en venir à des chantiers plus longs, plus vastes, ouverts, et qui sont une sorte de rétroviseur sur ce que vous avez réussi, pas réussi, ce qui a marché, ce qui ne s'est pas enclenché, sur les coups qu'on prend dans la figure, tout ça. Et cette masse de petites choses, un petit peu secrètes, eh bien là, on peut les toucher si concrètement. Fin du prologue, ordinateur, on y va. On est donc en mars, on a eu hier ces 2 journées, mais avec une nuit un peu compliquée. Entre le dimanche et le lundi, on est toujours une journée de décalage. Le 17 pour eux, c'est un mardi. On a alors, toujours pareil, ces notes qui s'accumulent, qu'il faut une espèce aujourd'hui de gros ovales qui vont déborder là. Mais à chaque jour suffit sa peine. Ce qui se passera demain, le mercredi 18, on le verra demain. Nous, aujourd'hui, il se lève un peu plus tôt. C'est pas levé à midi comme si souvent, c'est levé à 11h30. Quel effort! Pourquoi? Parce qu'il rejoint une adresse qu'il connaît bien. C'est chez les Belknap, son ami Frank Belknap Long, qui est aussi critique, aussi écrivain, vit, lui, en famille. Son père est dentiste. Lovecraft s'entend très bien avec cette famille. La table est généreusement ouverte. Et il y retrouve Everett McNeil, qui directement, lui, qui arrive chez les Belknap. Pourquoi? Eh bien, il habite, lui, au niveau de la 49e rue, dans ce quartier de Manhattan, ce quartier malfamé, ce quartier pauvre, mais McNeil n'a pas les moyens de vivre ailleurs que dans un hôtel de Hell's Kitchen, les cuisines du diable. Ce quartier de New York, avec qui porte sur lui cette espèce de malédiction. On va y revenir. Eh bien, on déjeune, lunch, et puis ensuite on discute. Et là, vers le soir vers 18h30, donc on a discuté tout l'après-midi, il emmène McNeil, qui est beaucoup plus vieux, qui a 65 ans, jusqu'au 169, c'est-à-dire il va lui faire visiter son studio à lui aussi. Ils y retrouvent Sonia, qui est revenue de toujours ce même mystère sur ce qu'elle fait de ses journées à Manhattan. Est-ce qu'elle a trouvé un emploi provisoire dans une de ces chaîne de nouveautés ou fabricants de chapeaux, on ne sait pas. Loveman les rejoint
on a l'habitude. On monte chez George Kirk. Donc il y a Kirk, Loveman, Lovecraft et McNeill jusqu'à 23h30. Loveman et McNeill, à ce moment-là, on les raccompagne jusqu'au Tiffany, en dessous. Là, vous savez, cette cafétéria pas chère où on a les gobelets de café et on se disperse. Il achète des provisions pour George Kirk, à savoir, il va les déposer à sa maison, à sa chambre, à l'étage au-dessus, mais cette fois redescend chez lui. Fin de la journée du 17. Alors, nous, vous savez, c'est une fois que Lovecraft, on l'a mis au lit, façon de parler, c'est une espèce de canapé. Bon, on va pas entrer parce que là, probablement, comme ils sont deux, eh bien, le canapé, on le déplie, mais vous savez que là, lui aussi, là, quand il redescend de chez Kirk, donc à plus de minuit, eh bien, il se met à sa table et il écrit des lettres. Bon, je suppose que le canapé convertible est déplié, mais lui va dormir jusqu'à midi le lendemain, tandis que Sonia, elle revient en fin d'après-midi. Ça veut dire qu'une fois de plus, elle va partir tôt pour Manhattan. Voilà la vie qu'on mène. Et une fois qu'on l'a laissé quasiment mis au lit, commence notre propre aventure. Elle a la forme, j'espère que vous êtes inscrits, mais je sais qu'il y a toujours plus de gens qui regardent des vidéos que de gens qui s'inscrivent pour le PDF. Pourtant, c'est bien là, pour moi, le jeu, là, ce qui se découvre, on en fait trace. Alors là, c'est un petit peu un spécial Everett McNeill aujourd'hui. Là, la transcription de ce qu'il y avait dans le carnet, toujours mon petit dépli, c'est-à-dire, c'est pas simplement le traduire, c'est résoudre là, les abréviations, et toujours aussi les articles de journal. Peut-être on va faire ça tout d'abord. C'est un article tout petit, tenez, allons voir directement dans le New York Times. On est donc en début de semaine, mardi 17 mars. Le journal fait une épaisseur normale. C'est pas les 28 pages du samedi et du lundi. C'est pas les 180 pages ou les 200 pages du dimanche avec les suppléments. À la une, on a toujours là, l'expédition de Dr. William Beebe dans les Sargasses, qui maintenant fait route des Sargasses vers les Caraïbes, mais qui continue à faire son chalutage de fond, exploration de la faune et de la flore. Et vous savez, comme cette question de l'inconnu des fonds marins, ça joue un rôle structurant dans l'imaginaire des récits de Lovecraft, ces choses qui dorment dans les bas-fonds et qui participent de temporalités loin, loin, loin hors des nôtres. Mais j'ai laissé la première page pour, évidemment, tous les jours, on parcourt un petit peu pour aller directement à la page 23, celle des petits faits divers, les petits faits divers qu'on traite en quelques lignes. Mais justement, ce qui est important, c'est que c'est comme une espèce de jeu de taquin où c'est petit carré par petit carré. Il y a 2 carrés ici que j'ai reproduits. On va les grossir un petit peu. Une brave dame qui découvre un voleur chez elle. Ça tombe bien, elle a sa cafetière brûlante. Hop là, fin du rêve pour le voleur. Et puis celui-ci qui est plus étrange, un juge qui s'en prend au jury pour sa clémence envers un négro. Bien entendu, le négro, une fois de plus, ici, n'a pas de nom. Là encore, même histoire, quelqu'un qui s'introduit chez quelqu'un, un voleur, et quand il est surpris, eh bien, c'est le coup de la cafetière, mais inversé. Il se saisit d'une bouteille de lait et en porte un coup à la pauvre dame. Et évidemment, il se fait prendre.
prendre et on va le condamner à 2 ans et demi à Sing Sing dans mon PDF. Sing Sing, c'est toujours bien aussi de compléter les mots par des photographies d'époque, une vue aérienne de cette prison de Sing Sing, isolée par la mer et par son rempart avec les miradors. Il y a toujours là, sur une espèce de rocher, une carte postale d'époque avec la prison. Mais alors, il se passe quoi avec le juge? Eh bien, c'était une agression au premier degré, mais le jury l'a déclassé en agression du second degré. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 10 ans de prison, ça va être entre 2 ans et 5 ans. La peine, c'est une échelle de durée à Sing Sing. Et voilà. Quand hier après-midi, le jury du comté de Richmond, Saint-Georges, Staten Island, là où on était dimanche dernier, a qualifié de 2e degré l'agression pour laquelle avait été inculpée Elia Barrett, négro. Mais sous la qualification d'agression au 1er degré, le juge Harry Tiernan a dit au jury que leur verdict était un outrage et contraire aux preuves. Il s'est tourné vers le prisonnier et après avoir prononcé contre lui une peine de 2 ans et demi à 5 ans à Sing Sing, lui a dit qu'il avait de la chance que le jury se soit montré aussi clément. Et c'est cette phrase qui m'a fait que j'ai copié le truc. « Vous auriez ce crime dans votre état d'origine, dit le juge. Il n'y aurait même pas eu procès. On vous aurait ficelé sur un tas de bois et laissé brûler. » Voilà, la justice new-yorkaise avec 2 tout petits faits divers qui ne méritent pas plus que dans le journal maintenant, Everett McNeil. Alors, Everett McNeil, là j'ai retrouvé dans le Times, c'est Lovecraft qui est au décès de McNeil en 1929, c'est-à-dire 4 ans plus tard. McNeil a 67 ans, 69 quand il décède. Et dans la correspondance de Lovecraft et de James Morton, il y a à cette date-là, le 18 décembre 1929, une lettre où il y a 3 pages d'hommage à McNeil. Là, ça ne peut pas se transcrire, c'est évidemment un travail. Traduire les lettres de Lovecraft. Il y a une description de Hell's Kitchen qui est plus uniquement avec des tirets, des juxtapositions. On comprend aussi que McNeil fait partie de ceux qui ont introduit Lovecraft à Baudelaire, à la culture aussi, aux auteurs français. Et surtout en 1922, à son premier séjour à New York, ayant fait connaissance de McNeil via Morton, eh bien c'est lui, là, McNeil, qui accueille donc Belknap Long et Howard Phillips Lovecraft, et leur fait découvrir les ruelles du Hell's Kitchen. Et là, on a la description de Hell's Kitchen en 1922, lors de cette visite avec McNeil. Et c'est ça pour moi qui est peut-être là, le moment où commencent les questions. Alors, on a, là, vous savez, j'utilise souvent ce petit bouquin. C'est un recueil de ce qu'on a retrouvé des lettres de George Kirk à sa fiancée, Lucille, restée à Cleveland. Et comme c'est pas très épais, eh bien, Yoshi a complété là, d'une sorte de présentation, de mini-portrait des membres de ce qu'on appelle le Kalem Club, donc avec les 6, les Kirk, Morton, Leeds, et donc Lovecraft, McNeil, Belknap Long, donc 6 individualités dont le patronyme commence par une des lettres K ou L ou M. Et c'est ce petit récit de Yoshi, ce portrait en 1 page et demie, que j'avais envie de partager avec vous. En 1924, Everett McNeil, âgé de 62 ans, n'est plus dans la fleur de l'âge. Donc, vous voyez, il a 63 ans là, cette année 1925. Et donc, c'est quand même une génération de plus, quasiment 30 ans de plus que Lovecraft et ses amis. Mais McNeil, c'est quelqu'un qui publie des livres, c'est-à-dire qu'il est auteur. Alors, il est écrivain légitime, tandis que Lovecraft et ses amis n'ont jamais publié de livres.
Lovecraft ne publiera pas de livre de son vivant. Insistons toujours sur cette problématique-là. Tu vis dans la symbolique du livre et le livre s'en va comme ça, sauf Innsmouth qui lui arrivera en édition fautive, abrégée, pas corrigée, alors qu'il sera à l'hôpital, là, en train de mourir. Mais c'est pas ça, un destin d'écrivain. Par contre, ce monsieur qui a 30 ans de plus que lui, qui vit seul dans Hell's Kitchen, dans une chambre d'hôtel avec des moyens extrêmement limités, eh bien, lui, c'est un conteur. Il raconte des histoires pour les enfants. Il écrit et publie des livres sur les enfants. Par exemple, là, j'ai vu passer sur Abe Books, juste récemment, When Kit Carson Hit the Rockies. Une histoire de Kit Carson. Par contre, évidemment, il s'agit de récits d'aventure que peut-être, un livre pour enfants, que le milieu littéraire, pas Lovecraft, pourrait considérer de haut. Je repasse la parole à Esti aussi. Auteur de 16 livres d'aventure pour adolescents, il avait connu un certain succès financier, mais en 1924, il vivait dans la pauvreté, dans un hôtel de la 49e rue Ouest, le quartier de Manhattan connu sous le nom de Hell's Kitchen, la cuisine de l'enfer. Il se nourrissait de soupe en conserve et de biscuits secs. Les choses ont été pires. À certains moments, selon Lovecraft, McNeill ne subsistait qu'avec de l'eau sucrée. McNeill est né et a grandi dans une ferme du Wisconsin. Jeune homme, sans doute animé par de ses ambitions littéraires, il s'est rendu à pied et en autostop à New York, où au fil des ans, Huppé Dutton a publié ses livres. Pour autant que nous le sachions, McNeill ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Son milieu de vie était-il plus prospère? En 1924, son existence était maigre, solitaire. Il faut reconnaître à McNeill le mérite d'avoir créé le groupe qui est devenu le Kalem Club. Pendant plusieurs années avant 1924, James Morton se rendait chaque semaine dans les petites pièces soignées de l'appartement de McNeill, parfois rejoint par Reinhard Kleiner, Frank Belknap Long et peut-être Arthur Leeds, qui vivait à proximité. Seulement, voilà, il va y avoir conflit. Il est probable que ses amis lui rendent la vie un peu plus supportable. Lorsque H.P. Lovecraft visite New York en avril 1922, McNeill lui sert gracieusement de guide. Bien que tous les Kalem apprécient la modestie et la générosité de McNeill, il est possible qu'il s'ennuie quelque peu en sa compagnie. Après tout, il écrit des récits d'aventures romancés pour les adolescents et d'après les lettres de Kirk, il n'avait pas besoin de parler à ses lecteurs. Selon Kirk également, McNeill était un conteur né, mais même les conteurs peuvent être fatigants. Simple et direct, il ne fait pas le poids face aux sophistiqués Lovecraft et Morton. Lorsqu'un désaccord survient entre McNeill et Leeds à propos d'argent emprunté, McNeill refuse d'assister aux réunions si Leeds y est présent et organise ses propres réunions. Parfois, Lovecraft est son seul invité. Petit, légèrement voûté, des cheveux blancs, un visage aimable, McNeill est une cheville carrée dans un trou rond, un inadapté dans la société complexe, dure, compétitive et pressante de New York. Peut-être était-il inconscient de ce qui l'entourait, la tête dans un autre monde, rêvant du Wisconsin et de ses premiers jours. Soleil, érable, foin, simple et sain, il préfère le café et lait à l'alcool, les livres aux femmes. Il aurait eu ce drôle de notation. Pendant les années Kalem, McNeill passait ses journées à écrire. Ça, pour moi, là, c'est quelque chose d'important. Lentement et minutieusement, mais 200 mots par jour. Et à faire des recherches, probablement à la Public Library de New York, à environ 1 kilomètre de son hôtel. Ouais, c'est tout près. Même à ce niveau, il était le plus prolifique des Kalem. C'est-à-dire, tu te lèves, tu passes la journée. Stevenson faisait ça. Mais Stevenson, il faisait 1000 mots par jour. Pas 200. Il ne participa pas aux marches nocturnes, aux promenades dominicales dans Brooklyn, au café de l'après-midi, n'ayant ni le temps, ni l'argent, ni peut-être l'énergie pour le faire. Et là aussi, cette autre notation. Il travaillait sur Daniel Duluth, un voyageur qui a découvert la ville dans laquelle je vis, Duluth, Minnesota, dit St. Yoshi, alors que depuis, il vit à Seattle, je crois.
Et Dutton a publié son livre sur l'histoire de Champlain, For the Glory of France. Tous les livres de McNeill se déroulent à d'autres époques et dans d'autres lieux que le Manhattan du 19e siècle, Colorado, Texas, Minnesota, Virginie. McNeill ne devait plus vivre très longtemps. Il est mort à 67 ans en 1929 à Tacoma. Donc là aussi une ville sur la côte pacifique, tout près de Seattle, où il vivait avec sa sœur. C'est quand la maladie est devenue plus forte, c'est sa sœur qui l'a hébergé. Et il est mort donc à peine, vous voyez, 4 ans après ces échanges. Mais juste sur Daniel Dulles. Alors, c'est Daniel Greysolon, seigneur du Lutah. Alors quand vous roulez en voiture de Saint-Étienne jusqu'à Clermont-Ferrand, oh combien de fois ça m'est arrivé, on passe par Saint-Germain-Laval. Et de ce Saint-Germain-Laval, dans ce centre montagneux, escarpé, hérissé de notre France, eh bien ce type, au XVIIe siècle, est parti. Il est parti là, à l'assaut de ce continent nouveau. J'ai juste mis une petite image tellement archétype, cette imagerie d'Épinal, là, de l'explorateur solitaire. Et c'est lui qui va fonder cette ville du Minnesota, au bord d'un des grands lacs, qui est un des plus grands ports céréaliers des USA, parce que c'est de là qu'arrivent toutes les céréales du Midwest par train, et qu'elles sont embarquées sur ces grands cargos qui vont les convoyer vers l'Atlantique, mais à 2000 kilomètres. Et pourquoi on connaît bien Dulles aussi? Bien, c'est que c'est la ville de la famille de Bob Dylan, qui est né à Hibbing, un petit peu plus au nord là, de Dulles, mais c'est à Dulles, par exemple, qu'il y avait sa grand-mère. Et Dylan vient tout le temps à Dulles, et ça, il raconte merveilleusement cette grand-mère unijambiste qui fume sa pipe là, devant le lac. Ben oui, toutes ces petites passerelles, quel bonheur de les suivre. Alors, là, première page, bien, j'ai retrouvé, grâce à Lovecraft, c'est lui qui mentionne ce petit entrefilet dans le Times. Everett McNeill, auteur, est mort sur la côte ouest, mais on signale bien qu'il a toujours vécu à New York. Et ça, vous voyez, c'est ce qui sera la règle pour tous ceux dont on parle, y compris Lovecraft. Eux, ils lisent le New York Times tous les dimanches. C'est là où, dans ce supplément littéraire, qu'il y a la constitution symbolique de ce que sont les écrivains. Mais c'est seulement quand ils sont morts qu'ils ont droit à l'entrefilet. Voilà pour aujourd'hui. Et c'est bien que cette figure de McNeill, avec ses 30 ans de plus que Lovecraft, mais figure tutélaire, celui qui réussit et qui a publié tous ces livres. Mais publier tous ces livres quand c'est des livres pour ados, est-ce que ça vous constitue dans cette symbolique de l'écrivain? Il faut voir la misère dans laquelle il vit. Et en plus, cette rétraction, cette auto-victimisation, n'allons pas jusque-là. Mais dans ce conflit avec Leeds, c'est-à-dire que les autres, ils en veulent, ils s'agitent, ils marchent et tout ça, ils boivent des cafés, ils discutent à longueur de nuit. Et lui, McNeill, non, c'est pas le genre. C'est cette misère qui finira par l'emporter. À demain.